Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être à Lyon, où j'ai beaucoup d'amis, de soutien, y compris dans cette salle. Et je remercie tout particulièrement Gérard Collomb et les organisateurs. J'étais en train de dire une bêtise. Tout à l'heure, on a eu droit aussi à un petit lapsus sur Monsieur Lefebvre. Alors, est-ce que l'Europe va mal? Oui, l'Europe va mal, mais puisque beaucoup de choses ont été dites très très bien, je vais un petit peu prendre de la distance par rapport à ça. Et notamment, je suis toujours un peu gênée quand on me dit que la solution est politique et qu'il nous faudrait un narrative ou qu'il nous faudrait une jolie histoire à raconter aux Européens. Moi, je suis assez d'accord avec vous, Monsieur Mérieux. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités ces dernières années. Et ça a été dit dans un des ateliers. Il y a aussi une question d'exemplarité. Il y a une question, tout simplement, consistant à mettre en œuvre ce qu'on a annoncé et à s'en tenir à ce qu'on dit. Et je crois objectivement qu'on peut dire que les partis modérés, tous les partis modérés ont une certaine responsabilité parce qu'ils ont négligé l'Europe, parce qu'on n'a pas beaucoup d'hommes politiques qui investissent dedans, qui prennent le temps de discussions qui sont souvent complexes, d'ailleurs, avec des partenaires étrangers qui... si on faisait l'Europe qu'avec des Français, ça serait simple, mais ils sont différents, les étrangers, par définition. Et donc, en plus, on a quand même parfois des médias qui aiment bien relayer le discours et les attaques des xénophobes. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'idée qu'il faut comprendre les électeurs, mais il faut surtout combattre ceux qui les égarent. Parce que c'est gentil de comprendre, mais moi j'ai fréquenté M. Nigel Farage au Parlement européen. Je l'ai entendu depuis des années. J'ai entendu ces insultes à répétition. Vous savez, c'est un peu comme dans nos cours de latin où on nous disait que Caton disait à chaque fois Carthago delenda est, il faut détruire Carthage, il faut détruire Carthage. Bien, nous avons en face de nous des gens qui veulent détruire le cadre dans lequel nous vivons, le cadre de paix, de prospérité pas parfaite, mais malgré tout, ça a été très bien dit par Pascal Lamy, de modèle européen que bien des gens dans le monde aimeraient bien eux aussi avoir. Donc moi, je crois que la première chose à faire, c'est de remettre l'Europe à sa juste place. Et sa juste place, c'est au-dessus du reste. C'est au-dessus des jeux partisans, c'est au-dessus des calculs électoraux, c'est au-dessus des postures nationales et du court terme. Et j'ai l'impression que la légère agitation médiatico-politique autour de notre réunion d'aujourd'hui montre qu'il y a pas mal de boulot pour y arriver. Comme si la démocratie ne supposait pas un minimum de dialogue. Non mais c'est très grave l'idée qu'on devrait parler qu'avec les gens de son propre parti. Mais si on ne parle qu'avec les gens de son parti, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au pouvoir? Tous les autres, on ne leur a jamais parlé. Et donc on a, comme le disait très bien Nicole Notat tout à l'heure, absolument pas préparé le processus permettant de faire bouger les choses. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. Alors je ne sais pas si une libérale comme moi est progressiste, réformiste, tout ça, ça n'a aucune importance. Je vais prendre un exemple concret et ça va rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. C'est probablement le secteur de l'euro qui permet le mieux de comprendre, à mon sens, l'erreur dans laquelle on s'est enfermé. Parce qu'on ne fait plus de la politique, c'est un mauvais jeu de rôle. L'euro, au départ, devait apporter la prospérité. Il a été créé, et ça je tiens toujours à le répéter, notamment en France, mais aussi par exemple en Italie et ailleurs, il a été créé parce que les Allemands ont accepté de renoncer au Deutschmark, qui était la monnaie dominante de l'Europe, et parce que nous avons voulu l'euro, en échange d'engagements de notre part. Parmi ces engagements, il y avait le souci d'une bonne gestion. Il y avait l'idée que les finances publiques, dans l'intérêt de nos enfants, doivent être surveillées de près. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Je le vois au Parlement européen, où j'ai été l'un des rapporteurs des textes de réforme de la gouvernance de la zone euro, y compris, vous avez raison de le souligner, le fait qu'on devrait s'intéresser autant au surplus qu'au déficit, mais il faut aussi continuer à s'intéresser un petit peu au déficit et à la dette. Et en ce moment, on a une espèce de discours pavlovien, les uns demandant la flexibilité, et les autres demandant l'excédent, Schwarzenhuhl, etc. Mais si on réfléchit bien, ça, c'est pas faire l'Europe. Ça consiste pour chacun à flatter son propre électorat. Ça consiste pour des Français dépensiers ou des Italiens dépensiers à leur dire qu'il faut continuer à dépenser, et ça consiste à dire à des Allemands qui ne veulent pas dépenser que c'est très bien de ne pas dépenser. Ça, je suis désolée, on est très très loin de ce qu'on pourrait souhaiter pour l'Europe. Alors vous allez me dire, un nouveau compromis, c'est difficile, c'est encore une idée de centriste, ça c'est bien vous. Non, c'est de la fidélité à l'histoire européenne. Et je parle sous le contrôle de gens qui ont vécu cette époque encore plus que moi, de plus près, je pense à Pascal notamment. Rappelez-vous le discours de François Mitterrand au Bundestag en 1983.
François Mitterrand est allé au Bundestag, le chancelier Kohl venait d'arriver au pouvoir, à l'époque ce n'était pas un homme qui avait la stature qu'il avait ensuite, et François Mitterrand a soutenu le chancelier Kohl, CDU, en prenant des positions qui n'étaient pas celles de la gauche européenne et de sa famille politique. Et il l'a fait parce qu'il estimait que le déploiement de fusées soviétiques risquait de porter atteinte à la sécurité en Europe, et donc il fallait prendre une décision courageuse. Le chancelier Kohl, quelques années plus tard, a soutenu contre vents et marées en Allemagne la création de l'euro dont les Allemands ne voulaient pas. Et moi, j'en tire cette leçon. C'est que l'Europe, ce n'est pas un distributeur de satisfaction. Ça sera toujours quelque chose d'exigeant. Et l'Europe ne vaut que parce qu'on lui apporte, et pas uniquement parce qu'on lui demande. Et qu'on voudrait rapporter à la maison. On a un peu l'impression, c'est une expression de Mario Monti, et je la lui emprunte volontiers. Autrefois, chacun allait à Bruxelles pour apporter sa pierre à l'édifice. En ce moment, chacun veut rentrer avec un bout de l'édifice à la maison pour pouvoir dire aux autres, vous avez vu, je les ai eus. Deuxième chose, je pense qu'il faudrait défendre l'Europe avec plus de constance. Parce que malgré toutes les difficultés, et c'est ça qui m'ennuie si on devient un petit peu trop compréhensif, il se trouve que le Sud-Est, c'est ma circonscription. J'étais à Fréjus cette semaine, avec des résistants, avec les gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir local en place. Et moi, j'ai envie de dire là-bas que l'Europe, ça reste un projet magnifique, que je ne comprends pas tant que ça, que tant de gens se fassent égarer par sa destruction, par une espèce d'ivresse du on fait le vide et on remplace par rien du tout. Donc je crois que cette idée de créer une communauté de droit, de faire travailler ensemble des gens qui se sont opposés, les Français et les Allemands, mais aussi les dictatures du Sud et le Nord, l'Est et l'Ouest, que cette idée que pour faire fonctionner cet ordre de droit, on a besoin d'institutions, que le tout est fondé sur la liberté, moi je trouve que c'est un projet qui mérite d'être défendu de manière positive. Et si on le faisait, on n'aurait pas besoin d'aller inventer une nouvelle histoire. Parce qu'on peut expliquer des choses aux citoyens qu'on leur explique rarement. C'est que les institutions, ce n'est pas seulement la commission qui embête tout le monde, etc. C'est par exemple la Cour de justice qui garantit aux entreprises. On est ici dans une région où il y a de grandes entreprises qui sont dans la concurrence. Elles peuvent aller devant la Cour de justice, défendre leurs droits. Il y a des citoyens qui ont pu faire valoir leurs droits. Donc cette idée, c'est qu'il faut bien sûr réformer. Évidemment, on est sur une ligne de crête. Et évidemment, il ne faut pas être arrogant. Et évidemment, beaucoup de choses ne vont pas dans l'Europe telle qu'elle est. Mais il ne faut pas non plus tomber du côté du doute sur ce qui fait la valeur intrinsèque de l'Europe, parce que sinon nous ne serons tout simplement pas convaincants. Et c'est pourquoi je pense que revenir aux fondamentaux en les réexpliquant, le prix du franco-allemand, et moi j'étais triste de voir la France à Athènes. Je suis méditerranéenne, je suis née à Marseille, mais la France, ce n'est pas la Méditerranée seulement. Et l'Europe, ça ne sera jamais l'Europe des uns contre l'Allemagne, jamais. L'Europe, c'est la France et l'Allemagne ensemble au service d'un projet plus vaste. Ça, si on ne le comprend pas, on ne peut pas faire passer le message de base. Et le Brexit va nous donner une occasion, alors surtout, Emma, pas contre les Britanniques, mais de défendre quelque chose de positif. Puisque la question nous est posée désormais, j'ai fait aussi la campagne pour le Remain, donc je m'inclus dans ceux qui se sont plantés. Bon, je devrais peut-être me taire aujourd'hui, mais enfin... ce qui s'est passé avec le Brexit, c'est une décision qui, à mon avis, est aberrante du point de vue de l'intérêt national britannique. Le traité, que dit le traité ? Le traité prévoit pour un pays le droit de sortir de l'Union. Ça, c'est dans le traité. Le traité ne prévoit pas pour un pays le droit de garder la main sur la porte et de ne pas dire s'il reste ou s'il s'en va. Ça peut paraître un peu trivial, mais c'est extrêmement important que nous ne laissions pas s'installer une situation dans laquelle, dans le fond, ça ne sera pas la sortie d'un pays de l'Union, mais la destruction de l'Union européenne. Donc il faut aller vite. Il faut cesser d'avoir cette interprétation littérale des traités qui, objectivement, est ridicule et qui consiste à dire « Ah ben à l'article 50, il y a marqué, c'est l'État qui sort, qui notifie. » Mais enfin, on est en face d'un problème majeur. C'est la première fois qu'un État membre quitte l'Union depuis sa création et on n'en parlerait pas ensemble. D'ailleurs, si on considère que les Britanniques ont toujours droit à un commissaire et sont toujours dedans, il faut aussi faire remarquer qu'ils sont liés par le principe de coopération loyale, par l'esprit des traités, et cet esprit est coopératif. Donc il faut à l'évidence qu'on trouve rapidement une date ensemble. Il se trouve qu'il y a un moyen assez facile de la fixer, puisque les élections européennes étant prévues en 2019, le délai prévu par les traités, et c'est là qu'on voit bien que le traité prévoit un délai limité et de 2 ans éventuellement renouvelable,
Donc ça veut dire qu'il faut s'y mettre d'ici Noël, au plus tard, de manière à avoir fini dans les temps pour pouvoir aller dire aux citoyens, petit détail, il y aura 27 ou 28 États dans l'Union dont vous allez élire les députés, et la Commission, elle va être comment? Donc je crois que pour toutes ces raisons, il faut qu'on arrête de flotter comme on flotte en ce moment, parce que ça crée des incertitudes d'abord économiques, ça crée des incertitudes pour les ressortissants d'Europe centrale et orientale qui subissent des actes de violence malheureusement au Royaume-Uni, ça crée des incertitudes politiques, ça permet à tous les populistes de tout poil de venir nous dire « mais regardez, c'est pas un problème, on s'en va et il ne se passe rien ». Non, détrompez-vous, c'est parce qu'ils ne sont pas partis qu'il ne s'est rien passé, ce qui est très différent. Et d'ailleurs, quand on vient m'expliquer à chaque fois « oh mais c'est pas bien parce que vous savez, l'Europe, elle organise toujours un deuxième référendum, elle fait toujours revenir les gens ». Mais peut-être que c'est parce que certaines décisions qui ont été prises sur la base de mensonges ou de mauvaises informations n'étaient pas non plus les meilleures possibles. Je termine parce que je vois que Bernard me fait les gros yeux. Donc je crois que notre intérêt, c'est vraiment que nous défendions une conception exigeante de l'Europe, que dans cette conception exigeante, le marché unique ne soit pas négociable. On ne peut pas en tomber amoureux, mais enfin, il nous fait vivre un peu quand même. Et que notamment la libre circulation des personnes, il ne faut pas la dissocier du reste. Ce n'est pas punitif, c'est exigeant. Et à mon sens, et ça des amis anglais me l'ont confirmé, plus on sera exigeant, plus peut-être y réfléchiront. Et comme il faudra bien que l'accord soit décidé par Westminster ou selon des procédures internes, eh bien peut-être que si la facture est très élevée, comme les Suisses viennent de le faire d'ailleurs, je vais vous faire remarquer sur leur votation, on arrivera peut-être à refaire des choses ensemble, mais des choses sur une base saine, alors que les concessions comme celles qui ont été faites en février dernier, qui consistent à brader l'Europe, à mon avis, ne mènent à rien. Je conclus. La chose la plus importante, c'est de redonner confiance aux Européens. Ça a été dit, donc je le dis rapidement. Mais là aussi, vous savez, ce n'est pas une nouvelle histoire. Même si vous n'avez pas envie de lire les mémoires de Monnet, vous lisez la première phrase qui est en exergue, c'est « Nous unissons des hommes, nous ne coalisons pas les États ». Alors l'Europe, ce ne sont pas les sommets de chefs d'État qu'on a vus ces derniers temps. Ce n'est pas cette dérive qui consiste à donner au Conseil européen un pouvoir que les traités ne lui donnent pas, qui le fait interférer dans le domaine législatif, qui fait que ce sont des réunions nocturnes où chacun des membres du Conseil européen va devant la presse de son pays, devant sa clientèle, expliquer dans sa langue ce qui s'est passé à l'intérieur. Et quand vous comparez dans les quelques langues que vous connaissez les différentes versions, ça ne coïncide pas. Je crois que l'Europe mérite vraiment mieux que ça. L'Europe, c'est un pari fou. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes, c'est que c'est complètement dingue ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une idée vieille, ringarde et tout ce qu'on voudra. C'est l'idée qu'on peut arriver à renouer des liens avec des gens avec lesquels on s'est entretué. D'ailleurs, si vous ne croyez pas aux vertus du franco-allemand, allez voir Franz, le film de M. Ozon. Surtout les jeunes gens, vous verrez ce que ça vous aura épargné, la courbure des concombres. Parce que je trouve que la courbure des concombres, c'est mieux que Verdun quand même, vous voyez. Et donc, c'est un prototype imparfait, très imparfait, qu'il faut que nous perfectionnons. Et je crois quand même que si on se demande dans cette salle, si je vous dis, est-ce que vous avez quelque chose de mieux à proposer? Franchement, en tenant compte de la nécessité de poursuivre l'œuvre historique et aussi d'affronter des sujets d'aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique, la globalisation, le changement climatique, les horreurs de Daesh, est-ce que franchement, vous avez une meilleure idée? Parce que ça vaudrait la peine de faire un peu comme en Allemagne. Les institutions allemandes, ils ont décidé qu'on ne peut pas renvoyer le chancelier si on n'en a pas un autre. Or, dans les référendums, on permet à des gens qui ont des idées farfelues, qui s'additionnent. Alors le hard Brexit, qui signifie on s'en va complètement, le Brexit, on reste un pied dedans, un pied dehors, ou un pied dehors, un pied dedans, tout ça, ça s'additionne et ça ne fait pas une politique européenne. Donc je trouve qu'on ne devrait pouvoir rejeter l'Europe que si on propose quelque chose. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est que ce n'est pas les souverainistes nostalgiques qui, eux, ne proposent que le retour en arrière. Ce n'est pas les pusillanimes qui font du surplace en ce moment. Ce sont ceux qui sont en marche.